Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle preview de The Trick Play. Aujourd'hui, dans cet épisode de TT Preview, nous allons aborder deux équipes de Big Ten West, Minnesota et Iowa. Aujourd'hui, je me retrouve avec aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Ryan Reigns. Ryan, comment vas-tu aujourd'hui? Bonsoir. Comment vas-tu, Elio? Ça va très bien. Et déjà, je voulais te féliciter pour ta belle victoire à SummerSlam face à Brock Lesnar. Au passage, félicitations à toi, Ryan. Euh, Reconnais-moi. je te reconnais justement. Donc, Brock Lesnar, qui est originaire d'un certain État, l'État du Minnesota, dans le nord des États-Unis. Vous connaissez tous, avec la grande ville de Minneapolis et l'agglomération Minneapolis-Saint Paul. À côté, il y a la fac principale de l'État, Minnesota, les Golden Gophers. Et Ryan, tu nous as préparé une petite preview sur eux. Bah ouais, petite preview sur les Golden Gophers, petite fac que j'apprécie, hein, c'est à noter. Déjà, Elio, on va parler de cette saison 2021 qui était somme toute plutôt pas mal, hein, Alors, plutôt je me permets de t'interrompre parce que je sais que Vas-y. c'est le truc, on va se lancer, on va l'oublier, mais n'hésitez pas à les suivre sur Twitter, Golden Gophers France, Minnesota France, qui tient aussi le compte des Vikings France en NFL. C'est bien évidemment notre ami Axel à qui on fait des gros bisous Axel. Des bisous et des sacs, bien évidemment. Plein de sacs pour Daniel Hunter. On se sait, Axel. On se sait. Donc ouais, du coup, de saison 2021, Elio, qui est plutôt bonne, qui est somme toute correcte, hein, quand on sait comment elle était partie. Puisque un des moments forts de la saison pour Minnesota, c'est déjà la triste blessure de Mohamed Ibrahim, hein, le running back star qui a lieu dès la week 1 contre Ohio State, si je dis pas de bêtises. Surtout qu'il fait un très très gros match. Et là, grosse blessure, hein, rupture du tendon d'Achille. Donc quand la saison a commencé comme ça, on s'est tous regardés en se disant, ouloulou, ça va être très compliqué. Finalement, ils s'en sortent plutôt pas mal puisqu'ils finissent avec une fiche de 9-4. Un petit peu plus compliqué en Big Ten puisqu'ils sont à 4-3 du coup. Malgré ça, ils réussissent à se qualifier pour un bowl qu'ils gagnent 18-6 contre West Virginia. Donc finalement, quand on regarde un petit peu cette saison 2021 et les petits problèmes dont je vais parler ensuite, outre la blessure de Mo Ibrahim, c'est quand même une belle saison, Elio, pour Minnesota. Ouais, tout à fait. On pensait qu'il allait y avoir une sorte de hype qui allait retomber. PJ Fleck, on sait hein, qu'il avait très bien démarré avec le programme. On pensait que là, cette année, il allait y avoir une hype qui allait retomber, notamment avec cette blessure. Et finalement, il en est rien. Et je pense que ça va annoncer la suite de toute manière. Ouais, clairement, clairement. Donc, pour revenir sur les petits problèmes dont on parlait, faut parler de cette intersaison. Tout de suite après le bowl, tout de suite après le bowl game, donc le head coach PJ Fleck a décidé de faire des changements dans son staff. Exit le cordeau offensif Mike Sanford Jr., qui a contribué à donner à Minnesota l'une des pires attaques aériennes du pays sur la saison dernière. Et rebonjour Kirk Chiaroka, l'ancien cordeau offensif des Gophers, grâce à qui Fleck avait connu une de ses meilleures attaques avec Minnesota en 2019. Je pense qu'on peut le dire tout de suite, hein, l'attaque aérienne des Gophers, Elio, c'était horrible. C'était putride, c'était dégueulasse. J'ai plus les chiffres là sous les yeux. Mais c'était une catastrophe. C'était vraiment une catastrophe. Et la blessure d'Ibrahim, elle y est pour rien, tu vois. Et c'est pour ça que je dis que finalement, le 9-4, c'est une bonne saison, je pense, pour les Gophers. Ouais, totalement. Et tu vas en parler tout à l'heure. Mais c'est vrai que Euh, encore une fois, cette blessure, le running game, c'était vraiment tout ce qui comptait pour Minnesota. Alors, on sait que dans les airs, ils avaient quelques arguments au niveau du corps receveur, mais c'était pas non plus la folie. Encore une fois, le point fort était parti. Donc, comment t'améliorer ça et comment ils vont l'améliorer pendant cette off-season? Parce que, bien évidemment, Mohamed Ibrahim, il est annoncé de retour, mais
Qu'est-ce qui dit qu'il sera à 100%? Qu'est-ce qui dit qu'il il se reblessera pas? Il y a eu du changement. Oh, désolé. Du coup, bah, le truc, c'est que pour se renforcer un petit peu, on a vu quelques joueurs partir, que ce soit en NFL ou tout simplement être diplômé et s'en aller. Pour ça, PJ Fleck, il a utilisé, bah, comme beaucoup d'autres équipes, le portail des transferts. Et déjà, on va commencer par parler des arrivées en défense. Donc, pas mal de mouvements en défense côté arrivée pour Minnesota. On a les arrivées du defensive end de Vanderbilt, Lorenza Surgers, et surtout le defensive tackle Darnell Jeffries, qui lui, pour le coup, arrive tout droit de Clemson. Je pense que l'un comme l'autre, il devrait directement prétendre à une place de starter dans cette défense qui elle aussi va être en reconstruction, on va en parler. Mais c'est pas tout. Les Golden Gophers, ils pourront aussi compter sur le renfort de deux cornerbacks, Shannon Binny Bishop, arrivant de Western Kentucky, et Ryan Stapp, arrivant lui de Abilene Christian au Texas. À noter, Elio, du côté de l'attaque, les départs des running backs 1 et 2, donc qui ont remplacé Ibrahim cette saison. On a Kai Thomas qui part du côté des Jayhawks au Kansas, alors que Marquis Irving, il s'en va lui chez les Ducks de l'Oregon. Par contre, la bonne nouvelle, ça se trouve sur la O-line, qui elle se renforce autant qu'elle s'est affaiblie, je pense. Elle s'est affaiblie déjà par les départs de Daniel Falele et Blaise Andries, qui partent tous les deux, si je dis pas de bêtises. Alors le premier, c'est sûr, le deuxième, je crois qu'il part aussi en NFL, en undrafted free agent ou quelque chose comme ça pour Blaise Andries. Par contre, il récupère les transferts de Notre-Dame, Quinn Carroll, c'est un tackle, et le transfert de Michigan, Chuck Filiaga, qui lui aussi peut jouer tackle de par son gabarit, mais je crois que justement PJ Fleck est en train de le replacer en guard sur cette off-season. Donc que ce soit Michigan ou Notre-Dame, on est sur deux facs qui ont dans leur pédigré le fait de sortir d'excellents online. Je pense que ça, effectivement, comme tu l'as dit, ça pourrait aider Mo Ibrahim à performer, même s'il n'est pas forcément de retour à 100%. Et dis-moi tout. Pour cette nouvelle année, au niveau de l'attaque, qui va se retrouver, j'ai envie de dire, de nouveau, de nouveau. J'ai l'impression que le mec, je suis né avec deux nouveaux titulaires au poste quarterback. Mais frérot, le mec, il est là depuis plus longtemps que Vince McMahon, il est là à la WWE. Je te jure, Ben, il a vu Vince arriver, il a vu Vince repartir, tu vois. non, mais c'est une catastrophe. Donc, bah, du coup, hein, vous l'aurez entendu, c'est avec tristesse hein, que le podcast vous annonce le retour de Tanner Morgan, le chauve le plus chauve du collège football, encore plus chauve que notre ami Baptiste. Il revient pour une sixième saison avec Minnesota. Le nulard qui nous a gratifié notamment d'une magnifique, que dis-je, Elio, d'une extraordinaire saison à 10 touchdowns pour 9 interceptions et à peine 2 milliards. Il revient donc à la tête de l'offense des Golden Gophers et c'est bien tout le problème. Tout comme nous, Coach Fleck, il attend plus qu'une chose, c'est de revoir le Tanner Morgan de 2019 parce qu'on a beau souvent lui taper dessus et à juste titre, mais Tanner Morgan en 2019, il nous a quand même sorti une saison à 30 touchdowns pour 7 interceptions. Et ça semble peut-être aujourd'hui à des années-lumière, mais avec le retour de son cordeau offensif de l'époque, moi j'ai envie de dire Elio, wait and see. J'ai envie de voir ce que ça peut donner. Ah, Euh, encore une fois, hein, il fait un petit peu partie cette caste Tanner Morgan des quarterbacks sur qui on fondait beaucoup d'espoir sur leur première saison, hein. Alors, on dit toujours les mêmes noms, mais les Samuel, les Brock Purdy, tout ça. Et puis il y a X et X raisons qui font que bah, ça décline sur les saisons suivantes. En tout cas, il risque quand même de bien être entouré de nouveau et notamment avec, comme on disait tout à l'heure, le retour de Mo Ibrahim au post running back, Ryan. ouais, c'est clair. Donc pour le poste de running back, tu l'as dit, on aura droit au grand retour de Mohamed Ibrahim, le coureur star qui est natif de Baltimore. Comme je vous l'ai dit, il avait été écarté dès la week 1 suite à une rupture du tendon d'Achille, donc on attend tous de le revoir porter la balle et surtout de voir si la blessure s'est bien remise parce que c'est pas une blessure qui est anodine. Et je pense que si c'est le cas, on pourrait se retrouver avec l'un des meilleurs running backs de tout le college football. À côté d'Ibrahim, on aura aussi le droit au retour de deux joueurs qui ont aussi vu leur saison écourtée à cause de graves blessures, en la personne de Trey Potts et Bryce Williams. Ils viendront donc compléter cette escouade qui aura à cœur de montrer ce qu'elle vaut sur une saison complète. Elio, pour les receveurs, parce qu'on parlait de Tanner Morgan, mais il faudrait bien qu'il ait des gens à qui lancer. On a une petite interrogation, j'ai même envie de te dire une grosse interrogation, parce qu'on aura le retour du fragile Chris Ottman-Bell, lui qui a catch l'an dernier 6 touchdowns, mais qui a jamais dépassé les 500 yards sur une saison en carrière. Il les a dépassés l'année dernière avec 506 yards, mais bon, voilà,
C'est pour que vous compreniez un petit peu de quoi il retourne. On attend aussi beaucoup de l'immense tight end Brevin Spanford. Il émarge à 6-7 et il pourrait constituer une cible de choix dans le trafic pour Tanner Morgan. Mais c'est vrai qu'à part ça, c'est un petit peu compliqué au niveau de l'attaque aérienne des Golden Gophers. Sur la O-line, on aura le retour du général en chef John Michael Schmidt. C'est un des meilleurs centres du college football et j'attends beaucoup de le voir cette saison. On aura aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, les transferts, donc Quinn Carroll et Chuck Filiaga, qui devraient, je pense, immédiatement se faire une place sur cette ligne en reconstruction. Et à eux trois, ils devraient former un petit trio qui devrait assurer à l'offense de Minnesota une protection de qualité, que ce soit pour Tanner Morgan ou pour ouvrir des brèches à Ibrahim. Au niveau de la défense, comment ça va se passer? Parce que ce dont je me souviens par rapport à Minnesota, c'est que leur défense était quand même assez incroyable la saison dernière. Ah, incroyable, c'est le cas de le dire, hein. Quand on voit le niveau des recrues qui arrivent à Minnesota, faire une défense aussi bonne et aussi qualitative, franchement, ça force le respect. Et c'est pas la première fois du côté de Minnesota qu'ils sortent quand même des très bons joueurs en défense. Donc Minnesota, si ça a déçu l'an dernier en attaque, une chose est sûre, c'est qu'on ne pourra pas en dire autant de la défense. Elle était élite. Elle était première en Big Ten et elle était quand même troisième du pays. Que ce soit contre la passe ou contre la course, la défense, elle a répondu présente et largement. Le problème, c'est que du coup, elle a perdu des éléments et pas des moindres. Pour réitérer l'exploit, il faudra déjà commencer par une grosse D-line. La D-line qui, elle, a perdu le phénomène Boy Maffei pourra, comme je vous l'ai dit plus tôt, compter sur les arrivées de Lorenza Surgers et Darnell Jeffries en provenance de Vanderbilt et Clemson. Jeffries, ce sera une addition de premier plan, je pense, quand on sait les prospects qui ont explosé au fil des ans sur la D-line de Clemson. Et il sera en plus de ça entouré de l'autre defensive tackle, Trill Carter, qui lui sera senior. Et je pense que les deux, ils ont vraiment la responsabilité de cimenter cette défense contre la course. De son côté, Lorenza, il aura la lourde tâche de chasser les QB. Il sera pour ça aidé de Thomas Rush et Jay Joyner. Et pour le coup, j'attends de voir parce qu'il a vraiment Lorenza, c'est vraiment l'archétype du DN qui a tout pour séduire au plus haut niveau, en fait. Il a les capacités athlétiques, il est grand, il est physique, donc j'attends vraiment de voir. Et on sait qu'à Vanderbilt, on sait que c'est un petit peu compliqué de faire des stats. Donc j'attends de voir la Minnesota. Après, c'est pas tout. Il y aura aussi les linebackers. Linebacker, escouade de linebacker qui a perdu donc Jack Gibbons. Ça va forcément se faire sentir. Lui qui était le meilleur plaqueur de l'équipe l'an dernier, il va laisser une place vacante. Et je pense que cette place vacante, elle va être prise par Mariano Sorimarin, lui qui était du coup deuxième, ou plutôt second meilleur plaqueur des Golden Gophers sur la saison dernière. Derrière Mariano, par contre, c'est le flou. Donc ça laisse vraiment la place pour une belle surprise ou tout du moins une belle découverte. Tu vois, un nom qu'on n'a pas encore vu dans le college football, mais c'est vrai que derrière lui, c'est un petit peu vide pour le moment. Pour les DB, là aussi, on a une perte qui va faire mal. C'est la perte de Coneder, le cornerback qui était cornerback numéro un de Minnesota. Il avait fait un boulot monstrueux sur la saison. On aura, je pense, du coup, Justin Wallet, qui lui, pour le coup, était freshman et qui sort d'une belle saison en tant que cornerback 2. Je pense que c'est lui qui va récupérer le poste de cornerback 1. Mais voilà, Elio, c'est pas à toi que je vais apprendre que entre cornerback 2 et cornerback 1, c'est quand même un sacré step-up. Quand t'es cornerback 1, tu as des sacrés monstres à affronter au poste de receveur. Je sais pas Il ce y que a un tu en gap, penses. il y a un gap, ouais, c'est clair. Et on voit souvent d'ailleurs sur les. C'est marrant parce qu'on voit souvent cette transition sur des joueurs qui sont bien sophomores ou bien juniors qui se retrouvent souvent cornerback 2 et on dit ouais, regardez comment ils vont performer et tout l'année prochaine quand ils vont passer cornerback 1, ils vont être incroyables, machin, machin, parce que c'est vrai qu'ils sont incroyables sur leur saison lorsqu'ils sont jeunes. Et en fait, le passage en cornerback 1 se fait vraiment mal, quoi, tu vois. Et je pense à quelques joueurs qui ont coulé d'un seul coup en une saison parce qu'ils n'ont pas réussi à assumer de garder les meilleurs receveurs. Et ça se traduit également en NFL. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas souvent, d'ailleurs, des teams NFL aller drafter des joueurs qui étaient cornerback 2, sauf les Raiders qui prennent Damon Arnett. Voilà. Bref, on peut continuer. Ça, c'était gratuit, mais je peux comprendre. Du coup, derrière Justin Wallet, moi, je vois bien justement le transfert de Western Kentucky, donc Benny Bishop, prendre le spot de numéro 2. Il sort d'une saison très solide. Je suis allé voir les tapes justement en faisant la preview parce que ses stats m'impressionnaient quand même pour une petite fac comme Western Kentucky. J'ai vraiment hâte de le voir évoluer sous les couleurs des Golden Gophers parce que justement, c'est une fac qui est habituée à sortir des défenseurs ça et là de qualité.
Donc j'attends de le voir et je pense que pour le coup, il y a vraiment une chance qu'on le voit starter l'année prochaine. Pour les safety, aucune crainte à avoir dans le sens où les Gophers, ils ont perdu personne. Donc on repartira avec la paire Tyler Nubbin et Jordan Howden, les deux comme je l'ai dit, ont fait une très belle saison l'an dernier. Pour le calendrier, Elio, calendrier qui a changé en cours de saison suite aux nouvelles, comment dire, aux nouvelles règles, en fait, tout simplement, qui vont avoir lieu. On oublie le précédent calendrier qui était sorti. On a un nouveau qui a été un petit peu remanié. Donc, ça commence le 1er septembre en affrontant à la maison New Mexico State. Puis ensuite, ça va jouer contre Western Illinois, ça va jouer contre Colorado, ça va se déplacer à Michigan State, ça va recevoir Purdue. Ensuite, petite bye week. Ça se déplace à Illinois, ça se déplace à Penn State, ça reçoit Rutgers, ça se déplace à Nebraska, ça reçoit Northwestern, ça reçoit Iowa, et enfin, pour clôturer la saison le 26 novembre, ça se déplace à Wisconsin. Elio, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de réfléchir un petit peu à ton pronostic. Ouais, moi je vois un pronostic plutôt favorable qui les emmènera en bowl déjà, dans tous les cas. Ça peut démarrer enfin ça va démarrer même avec 3 victoires, 0 défaite jusqu'à Colorado inclus. Après, déplacement à Michigan State, ça s'annonce un petit peu plus dur. Mais en fait, et après, c'est toujours le problème de la Big Ten. Tu as pas mal d'équipes qui peuvent cliquer sur un match du Nebraska, du Purdue, tu vois, même Penn State. C'est du 50-50 en fait, niveau victoire. Je vois bien quand même ouais, peut-être un calendrier, un pronostic qui irait sur 8 victoires, 4 défaites ou 7 victoires, 5 défaites, tu vois. Un truc à peu près correct, on reste dans les bonnes eaux. Mais voilà, on sent ça va dépendre de l'attaque. Ça va dépendre de l'attaque et je crois que toi, tu es un petit peu sur cette lancée également. Je suis un petit peu sur cette lancée. Après, je suis quand même moins optimiste que toi. Tu vois, toi, tu es allé jusqu'à un 8-4. Moi, j'ai tablé pour. J'hésitais entre le 6-6 et le 7-5. Finalement, je suis quand même resté à 6-6. Au début, je le voulais pas parce que j'ai tendance à mettre ça sur. Je m'en suis rendu compte sur pas mal d'équipes. Et je sais que ça peut faire chier, mais c'est vraiment mon ressenti. Mais ouais, pour le coup, je les vois à 6-6. J'attends vraiment de voir la gueule que va avoir l'offense version 2019 remasterisée, en fait. Donc ouais, pour l'instant, je les vois à 6-6, le calendrier qui est loin d'être facile. Il y a une attaque qui est pleine de questions. Est-ce que Tanner Morgan sera capable de réélever son niveau de 2019 à 30 TD 7 inter? Est-ce que le retour de Mo Ibrahim en forme, ça pourra avoir du coup ça fera forcément du bien, mais est-ce qu'il sera capable justement de revenir, tu vois, à 100%? À côté de ça, faut pas oublier aussi que l'année dernière, leur défense les a portés très littéralement. Cette année, ils ont quand même perdu des gens. Est-ce que les additions vont être capables de faire au moins aussi bien que la défense de l'an dernier? J'en sais rien, j'en sais rien. Donc pour l'instant, je les vois vraiment à 6-6. Maintenant, voilà, si tout clique, comme tu l'as dit, c'est la Big Ten, ça peut très très vite basculer. Moi, je les vois à 6-6. Ils peuvent à tout moment faire un 9-3, tu vois. Donc j'attends vraiment de voir, mais il y a beaucoup de choses qui vont dépendre d'une saison positive. Très bien, très bien. Eh bien, merci Ryan pour cette présentation de Minnesota. On se décale un petit peu plus vers le sud-ouest du Minnesota. On va dans l'Iowa, chez les Hawkeyes. Iowa qui se partage l'État avec Iowa State, on le sait. Iowa qui est du côté de Ames, qui joue dans le Kinnick Stadium. Je crois que c'est presque 60 000 places. On sait, à côté, il y a un hôpital, notamment pour enfants. Et je crois que c'est après le troisième quart-temps, si je dis pas de bêtises. T'as tout le stade et les joueurs qui font coucou aux enfants et qui allument leur téléphone, voilà, en faisant la C'est vague. incroyable. Ouais, c'est incroyable à voir, donc n'hésitez pas à aller voir des vidéos, ça s'appelle The Wave, hein, donc voilà, toujours sympa. Iowa, un des très gros programmes de la Big Ten et notamment de la Big Ten West, hein, des programmes les plus importants. La saison 2021, eh bien, c'est une saison qui les emmène en bowl. 10 victoires pour 4 défaites, 7 victoires et 2 défaites en Big Ten. On a des victoires face à Iowa State, qui était 9e sur le top 25 face aux rivaux. Donc, victoire face à Penn State quand Penn State était 4e. Et ça a permis à ce moment-là à Iowa de passer 2e au classement IP Poll à ce moment-là de la saison. Et puis victoire face à Minnesota, Nebraska. Voilà, les autres équipes de Big Ten, pas les meilleures, on va dire, derrière elles. Et puis on a des défaites face à Purdue, Wisconsin et Michigan
Une défaite également au Citrus Bowl à Orlando, au Camping Bowl. Ouais, je le dis de nom, hein, mais Camping World Bowl Stadium, un truc comme ça. Défaite face à Kentucky, qui était classé 22e, 17-20, donc petite défaite. Et Iowa qui termine 23e de la People, donc il y a quand même un bon hein, entre la deuxième et la 23e place pendant la saison. Au niveau de l'intersaison, et là, Ryan. Comment te dire? C'est la 24e saison de l'head coach Kirk Ferentz. Et tu sais quel âge il a? On est fatigué de ouf. Tu sais quel âge il a? Bah, bien sûr, bien évidemment. Enfin, non, pas du tout, je déconne, je vais te laisser le dire. Il a 67 ans et vient de prolonger jusqu'en 2029. Donc pour cette On est saison. fatigué, on a dit on est fatigué. Lui, il me parle de 67 ans qui prolonge jusqu'en 2064. On est Ah, fatigué. après, tu sais, c'est les États-Unis, hein, tu peux travailler jusqu'à ta mort. Donc peut-être que, mais en tout cas, Kirk Ferentz, donc, qui est parti pour rester le coach hein, légendaire d'Iowa, qui a eu quand même des problèmes ces dernières années, on le sait, avec des histoires un petit peu de mauvaise culture dans le vestiaire et notamment de racisme, hein, disons-le comme ça. Donc voilà, vous pourrez aller checker sur Internet, il y a tout. En tout cas, Ferentz est toujours là. Il a toujours son fils comme offensive coordinateur, Brian Ferentz, qui est là depuis sa sixième, qui est là pour sa sixième saison. Et puis, c'est la 11e saison du defensive coordinateur Phil Parker. Au niveau des commits, transferts également, eh bien, c'est la 30e classe de commits du pays au Composite. Ils ont récupéré deux 4 étoiles, dont le cinquième meilleur safety du pays, qui est un top 50, je crois, ou presque top 50, Xavier Nwankpa. Qui est originaire de l'État, donc c'était une très grosse prise. Et ils ont 16 joueurs 3 étoiles. On l'avait déjà dit, on l'avait déjà expliqué avec Augustin. Le, enfin, le positionnement au composite ou dans les tops des équipes se fait pas que par les 4 et les 5 étoiles, ça se fait également par le nombre de joueurs qui sont recrutés. Et s'il y a beaucoup de bons 3 étoiles qui sont recrutés, bah, ça fait augmenter l'équipe dans le classement. Il y a eu un seul transfert, voilà, ça reste anecdotique. Et on va pouvoir passer à la saison 2022. Une Ouais, ouais, saison. ouais. D'ailleurs, de saison 2022, Elio, bah, désolé de te couper, hein, mais je pense que pour tout le monde, on va attendre mieux de l'escouade offensive, hein, parce que c'est vrai que l'année dernière, comment dire, c'était dégueulasse là aussi. Hein, on est sur la belle lignée de Minnesota, c'était sale. C'était sale, et d'ailleurs, cette offense leur a fait perdre des matchs, Elio. Bah, 23,4 points par match en moyenne. Donc, c'est la 99e meilleure ou pire équipe, j'ai envie de dire, du FBS, quoi. Donc, c'était sale. Puis, on retrouve aussi, on retrouve Ryan, un quarterback. Voilà, tout à l'heure, on parlait de Tanner Morgan, mais il y a un mec, c'est un peu la même chose, quoi. Tcha, 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 le duel, l'attaque des titans, mon frère. Ouais. Et puis, pareil, au niveau des stats, c'est assez similaire. Les Alors, titans cuirassés, les refs. on retrouve Spencer Petras, donc il sera senior, il sera de nouveau titulaire normalement, on imagine, parce qu'il est quand même en compétition ouverte avec deux autres quarterbacks. Il a lancé 10 touchdowns pour 9 interceptions, 1880 yards et il a couru pour 5 touchdowns en ayant d'ailleurs un ratio de course au niveau du nombre de yards défavorable, hein. Il était en minus, donc voilà. Il sera suivi de près par Alex Padilla, qu'il avait remplacé quand il s'était blessé un petit peu, Petras, la saison dernière. Alex Padilla, qui est un junior qui venait du Colorado, bon, qui n'était pas mauvais, pas bon non plus, mais voilà, qui peut toujours prétendre à une place de titulaire. Et il y aura le redshirt freshman Joel Abbas aussi, qui est dans la compétition. Pour l'instant, c'est pas Petras qui est quarterback 1 officiellement, mais bon, on s'y attend quand même. Euh, et c'est pareil, Ryan, genre, j'ai l'impression que ça ne savait pas trop courir l'année dernière. Ah mais gros, mais c'était dégueulasse. C'était dégueulasse et c'est d'autant plus gênant quand on sait que Iowa nous a déjà sorti par le passé de bons linemen. Mais sérieux, l'année dernière, on est à 3,41 yards par course. On n'est même pas à 4 yards par course. Iowa, qui est une grosse équipe quand même, allez, on prend des guillemets, mais une grosse équipe de college football, elle se classe 108e de FBS, la 108e équipe à la course de FBS. Oh, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. À côté de ça, on a le départ donc de Tyler Goodson en NFL. Il y a deux sophomores qui vont un petit peu se taper pour le remplacer. Donc Gavin Williams qui lui a couru pour 305 yards la saison dernière, donc c'est pas exceptionnel. Euh, on va finir de parler un petit peu de cette offense, mais après moi j'aurais une question pour toi, Elio. D'accord. Alors pour catcher dans les airs les fameuses passes de Petras, on aura trois des meilleurs quatre, non, trois des
quatre meilleurs receveurs de la saison dernière qui sont de retour. On a évidemment, bien sûr, le tight end, le super tight end Sam Laporta, donc qui sera un senior. Il est attendu comme pour être un des meilleurs à son poste pour la saison, un des meilleurs en college football en général. Ça a été le meilleur receveur la saison dernière avec 670 yards et 3 touchdowns. Il a également, et là c'est important, il a également réalisé 53 réceptions, ce qui en fait le chiffre le plus haut pour un tight end d'Iowa depuis 1992. Alors que pourtant, récemment, enfin, on sait qu'Iowa, c'est une grosse fac de tight end. Récemment, on a encore eu TJ Hawkinson et Noah Fent, par exemple. Et non, Sam Laporta qui fait mieux au niveau des stats avec un quarterback pas terrible, terrible. Il y aura aussi un duo de wide receiver extérieur assez intéressant. C'est Johnson et Bruce. Voilà, je vous donne les noms. Comme ça, vous pourrez vous en rappeler pendant la saison. Au niveau de la O-line, le centre ultra star, vous savez, c'est un de mes joueurs préférés pour la draft. Tyler Linderbaum est parti chez les Baltimore Ravens au premier tour, donc. Comme lui à l'époque d'ailleurs, c'est un ancien defensive tackle qui va passer centre pour le remplacer. Il est passé centre pendant l'intersaison. Le reste de la O-line va se composer d'éléments assez intéressants qui ont déjà de l'expérience. Voilà, il y a quelques jeunes aussi. Il y a deux, trois sophomores qui étaient classés 4 étoiles d'ailleurs. Donc voilà, la O-line devrait quand même rester assez stable. Ryan, tu avais une question pour l'attaque. Ouais, j'ai une question. Au bout d'un moment, entre toi et moi, si le cordeau offensif, c'était pas le fiston, mais combien de temps ça fait? Mais il serait... Faut le dégager, ce mec-là, il est éclaté, gros. En fait, Il est En éclaté. fait, ce qui se passe, c'est que j'avoue que je ne l'ai pas mentionné, mais le quarterback coach qui était là depuis un long moment euh, a step back. Apparemment, c'est lui-même qui est parti. Et justement, c'est le fils qui reprend le poste quarterback. Le fils, Ferenc, qui était lui le tight end coach en même temps. Donc, tu vois, alors, je dis pas qu'il va être bon pour coacher les quarterbacks, mais déjà, le tight end coach avec les tight ends qui sont sortis de la fac, pourquoi pas? Tu vois, ça veut dire que le mec a quand même fait son taf à ce niveau-là. Ouais, mais non, mais moi je te parle de cette offense, gros. Enfin, on va pas débattre 10 minutes parce que c'est pas le lieu. Mais Iowa, la saison dernière notamment, c'était catastrophique. Ils étaient quand même classés deuxième à l'AP Poll. Ils avaient tout pour marcher en fait. Et regarde comment ça s'est dirigé. Les mecs avaient un prospect générationnel au poste de centre. Je comprends pas. Je comprends pas. Je En comprends pas. tout, en tout cas, de l'autre côté du terrain, ça n'a rien à voir, hein. Ça, je peux te le dire Ah parce oui. qu'au niveau de la défense, bah, c'était une des meilleures défenses l'année dernière. Seulement 19,2 points encaissés en moyenne par match, donc 13e meilleure défense du pays à ce niveau-là. 3,15 yards encaissés contre la course, 8e meilleure défense du pays. 6,4 yards encaissés dans les airs en moyenne, 14e meilleure équipe du pays, etc., etc. Il y a plein de stats de la sorte, hein. Au niveau des postes D-line, déjà, bah, enfin, D-line et linebacker, parce que Iowa cumulait 31 sacs l'année dernière et ça ne devrait pas être loin cette année. Au niveau de la D-line, on aura une paire de defensive end qui sera composée du senior Joe Evans et du sophomore Lucas Van Ness qui avaient 7 sacs chacun l'année dernière. Ils seront aidés de deux defensive tackles qui sont des joueurs expérimentés. C'est Shannon et Lee qui cumulent près de 100 plaquages et 5 sacs à eux deux. Mais surtout, c'est le post linebacker qui sera incroyable, Brian, parce qu'en tête d'affiche, il y a la seconde team All-American Jake Campbell, qui a été élu Big Ten pré-saison Defensive Player of the Year par les médias, donc qui est attendu pour être le meilleur joueur défensif en Big Ten cette année. C'était le meilleur, alors il passe senior là, c'était le meilleur plaqueur du pays. Et là, je ne parle pas de la conférence, je parle du pays. C'est une dinguerie. 140 plaquages, de très bonnes stats dans les airs également, 5 passes deflection, 2 interceptions, plus un pick six et un touchdown également sur fumble. Donc le mec a littéralement genre aidé son équipe à gagner offensivement également. Il va être accompagné du senior Seth Benson, qui était le septième meilleur plaqueur de Big Ten, donc de la conférence, avec 105 plaquages, 3 passes deflection et une interception. Et puis il y aura un autre joueur junior. Voilà. Mais c'est tous des mecs qui reviennent, c'est tous des mecs talentueux. Et encore une fois, Jack Campbell, n'hésitez pas à retenir ce nom. Au niveau des DB, eh bien, 25 passes interceptées en 2021. C'est le plus, bah, c'est le plus gros nombre pour un programme du Power 5 en 8 ans. Voilà, tout simplement. Donc ça a été assez Bonsoir. exceptionnel. Bonsoir. Riley Moss, le cornerback droit. Bonsoir. Il a terminé, donc il est senior là cette année, il a terminé First Team Big Ten.
Third Team All-American et Defensive Back Player of the Year en Big Ten. 34 plaquages, 4 interceptions, 5 passes deflection et 2 pick six. Il a été assez exceptionnel. On en a parlé tout au long de la saison, hein. On va pas refaire les épisodes de The Trick Play, mais son nom est sorti plein de fois. Jemari Harris devrait l'accompagner, hein. C'est un junior. Il a été auteur de 4 interceptions l'année dernière, donc ça devrait être vraiment pas mal au niveau des postes cornerback. Et pour les safety, bah, le poste il sera à peu près complet. On a le départ de Dane Belton en NFL, qui était un des meilleurs intercepteurs de la conférence. Mais ça ne va pas empêcher qu'il y a des safeties qui sont de retour. Et puis il y aura encore une fois le true freshman Xavier Nwankpa qui devrait aussi avoir du temps de jeu. Au niveau du calendrier, Ryan. Et là, je vais démarrer parce que en fait, c'est un calendrier un petit peu mi-figue, mi-raisin. Ça démarre en week 1 avec South Dakota, donc il y a une FCS. Deuxième semaine, Iowa State pour la rivalité. Ensuite, Nevada, déplacement Rutgers. Et ensuite, de la Big Ten, on retrouve Michigan et Ohio State, bien évidemment, mais on retrouve Illinois, on retrouve Purdue, on retrouve Wisconsin, Minnesota, et ça se termine face à Nebraska. Pour toi, ton pronostic, rapidement, t'en penses quoi? Bah écoute, je les vois bien à... Je les vois à 8-4. 8-4, peut-être 9-3 si l'offense se met enfin à jouer. Mais je les vois bien en 8-4. Je pense que déjà sur le début de saison, ils vont plutôt dérouler. Ils vont plutôt dérouler jusqu'à affronter Michigan. Je pense que ça va être plutôt pépère. Mais ouais, je les vois bien. En fait, avec les forces qu'ils ont, je pense que la défense, elle va encore répondre présent, comme d'hab, tu vois. Donc déjà, juste la défense, ça va leur cimenter la win sur au moins, allez, 60% du calendrier. Le reste, en fait, ça va vraiment dépendre de cette attaque, quoi. Est-ce que Petras, il peut enfin se sortir les doigts? Est-ce que les coureurs, ils vont être capables de courir pour 4 yards minimum en moyenne? Et derrière une O-line qui, comme on l'a dit, était quand même talentueuse. Est-ce qu'un mec comme Sam Laporta va enfin être utilisé de meilleure manière? Parce qu'il est déjà bien utilisé, comme tu l'as dit tout à l'heure, les chiffres sont là, tu vois. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, mais malgré ça, c'est trop faible. Donc, quand tu as un joueur aussi dominant, je sais pas, il faut trouver un moyen de l'utiliser, en fait. Donc, ouais, moi, je les vois bien à 8-4. Bah, je suis un peu dans tes eaux, pareil 8-4 ou 9-3. Je vois un démarrage à 4-0 avec notamment une victoire face à Iowa State. Mais tu vois, par exemple, Iowa State peut gagner aussi. Euh, Ouais, je, ouais, ouais. je vois des défaites face à Michigan, Ohio State et ensuite à Wisconsin, Minnesota, Purdue. Ça, c'est que des matchs galères. Mais pareil, je vois aussi Iowa capable de battre Michigan. Donc, en fait, finalement, c'est tellement incertain. Ça peut cliquer dans un sens comme dans l'autre. Alors, je pense que l'attaque, c'est vraiment le point faible parce qu'ils ont un quarterback qui connaît le college football, il connaît quand même le plan de jeu, tout ça, mais il est beaucoup trop soft pour l'instant. En tout cas, il n'a pas prouvé qu'il est assez bon. Il y a une O-line qui va quand même devoir un petit peu s'améliorer, notamment avec le départ de Linderbaum. Et pour aider le jeu de course qui risque d'être compliqué parce que Tyler Goodson n'est plus là. En revanche, c'est une des meilleures défenses du pays. Donc voilà. Je pense que ouais, 8-4, 9-3, ça paraît stable de toute manière. Il y aura un bowl à la fin de l'année, ça, il n'y a aucun souci pour ça, pour là-dessus. Et voilà. Bon, bah, Ryan, merci à toi. Oui. Ouais. Et, Oui. ouais. Et merci à tous. Non. Et merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très vite pour une nouvelle preview. Salut tout le monde. Allez, ciao tout le monde.